C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Christine Rodwell, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la présidente fondatrice de Vivae. Bernard Giraud, bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi, le président de Livelihoods Venture. On va parler du rôle et des ambitions des entreprises pour préserver la biodiversité. Mais d'abord, quelques mots de présentation. Christine Rodwell, Vivae, c'est quoi ? Vivae est le copilote des décideurs privés et publics sur les enjeux de biodiversité. La biodiversité monte actuellement dans tous les agendas, essentiellement sous la pression réglementaire. Mais nous, chez Vivae, on est absolument convaincus que la biodiversité peut aussi être un vrai enjeu de création de valeur pour l'entreprise et pour ses parties prenantes. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de climat et on commence depuis 2 ans de faire remonter l'enjeu de biodiversité. Vous sortez un manuel qui est publié en accès libre grâce au soutien du groupe Veolia. Vous l'avez là. Donnez-le-moi, je vais le montrer pendant que vous parlez. De quoi il s'agit ? Alors c'est un manuel de solutions. Nous, on pense que la biodiversité n'est pas qu'un sujet de contrainte ou de risque et que si l'entreprise décide de passer à l'action sur les enjeux de biodiversité, elle va pouvoir attirer et garder les talents. Parce que la biodiversité, ça se voit. La biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète. Ouais. C'est beau, ça rend fier. Et l'entreprise va pouvoir aussi construire un avantage concurrentiel. Alors souvent, on nous dit, mais moi, sur le climat, je sais, je dois réduire et compenser mes émissions de carbone. Sur la biodiversité, je ne sais pas ce que je dois faire. Eh bien, ce manuel, en accès libre, vous donne les solutions pour entamer le premier pas et pour faire de la biodiversité un sujet de fierté pour vos collaborateurs. Manuel de recommandation à l'usage des décideurs. Bernard Giraud, présentez-nous Livelihoods Venture, c'est quoi ? Livelihoods, ça veut dire les moyens de vivre. Et donc on travaille avec des gens dont la vie dépend beaucoup de la biodiversité, du sol, des plantes. Lorsque les sols sont dégradés, il n'y a plus de fertilité. Il y a quand même 500 millions de petits agriculteurs dans le monde et ils produisent à peu près 70% des besoins d'alimentation de la planète. Donc on ne parle pas de quelque chose de marginal. Et il se trouve que ces gens-là, ils dépendent directement de cet environnement. Et donc nous, notre travail, c'est d'investir dans des projets avec des agriculteurs, des forestiers, aussi bien dans des pays en développement qu'en Europe, pour accompagner des transformations qui doivent être économiquement viables, bien sûr, mais qui protègent ou qui restaurent les écosystèmes naturels. Et on parle de choses très concrètes. On parle de l'eau, on parle du sol, on parle du climat. Et quand on est agriculteur, on dépend de ça. Et bien sûr. Agriculture, foresterie, sont les 2 piliers, on va dire. Oui, et ça se mélange. Et ça se mélange même, puisqu'on a des grands projets. On appelle ça de l'agroforesterie. C'est-à-dire, finalement, c'est de l'agriculture avec des arbres. Dans un pays comme le Rwanda, on a déjà 30 000 fermes, petites fermes, en moyenne 1 hectare, sur lesquelles on a aidé ces agriculteurs à planter des arbres de manière à arrêter l'érosion et à restaurer les sols, puisque la fertilité des sols, c'est ce qu'on appelle la matière organique, et donc les arbres contribuent à cela. Christine Rodwell, vous avez des clients dans tous les domaines ? Tout le monde est potentiellement concerné par la préservation de la biodiversité ? Oui, tout à fait. Alors, je vois très bien votre question. En fait, il y a à peu près 3 types d'entreprises. Ouais. Celles dont la chaîne d'approvisionnement dépend directement de la nature. Ouais. L'agroalimentaire, les cosmétiques, le textile. Et là, le sujet biodiversité est vu essentiellement sous un sujet risque de rupture d'approvisionnement. Le deuxième grand paquet, ce sont les entreprises qui abîment la biodiversité. Par exemple, les entreprises qui construisent des routes et qui, là, sont plutôt face à un risque de droit d'opérer, de réputation, d'image. Et puis, il y a toutes les autres. Et en fait, la beauté du sujet biodiversité, c'est que même si vous êtes assez loin de la nature, dans votre activité, rien ne vous empêche de soutenir des causes. Et on voit de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui, bien souvent, sous la pression de leurs salariés, mènent des programmes. Alors, il y en a beaucoup qui sont investis, par exemple, dans les programmes fantastiques que mène Livelihoods, pour renvoyer un signal très fort en interne et en externe du fait que, oui, elles se préoccupent de la préservation de la biodiversité. Vous pouvez nous donner des exemples ? Alors, vous en avez donné un avec le Rwanda, mais d'entreprises qui ont placé la préservation de la biodiversité finalement au cœur de leur stratégie, parce que c'est de ça dont on parle. Bien sûr. Pour reprendre la classification que Christine décrivait,
On a d'abord toutes les entreprises qui ont investi dans les fonds livelihoods parce qu'elles transforment leur chaîne d'approvisionnement. Donc par exemple à Madagascar, on travaille avec plusieurs milliers de petits producteurs sur de la vanille pour des entreprises internationales, certaines françaises, d'autres européennes ou mondiales, ou bien aux Philippines, dans la noix de coco, ou bien dans l'huile de palme. À chaque fois, la question, c'est comment est-ce qu'on peut sécuriser des chaînes d'approvisionnement en respectant ou en empêchant la destruction de la nature et en aidant les fermiers à vivre mieux, parce qu'on a affaire à des gens qui ont des niveaux de revenus faibles, bien sûr. Et donc tout le sujet, c'est quand même que si on veut que cette transformation se fasse, il faut que les populations locales y trouvent un bénéfice. Oui, bien sûr, parce que s'il y a des injonctions qui descendent des géants de l'agroalimentaire, je schématise, mais qui sont irréalistes et qui tuent les producteurs, ça ne marchera jamais, quoi. Bien sûr. C'est évident. Alors on fait ça depuis maintenant plus de 15 ans, et ça fonctionne essentiellement parce que les acteurs concernés, c'est-à-dire les agriculteurs, ils voient un intérêt à court terme ou à plus long terme. L'intérêt court terme, c'est le réputationnel. Alors l'intérêt long terme, c'est quoi ? L'intérêt long terme pour l'entreprise, vous voulez dire. Pour l'entreprise. Pour l'entreprise, ça peut être la sécurisation de l'approvisionnement. Ça peut être aussi la réputation, bien sûr. Ça peut être aussi le fait que je sais d'où viennent mes matières premières. Oui. Je me souviens de débats ici où, avec certaines entreprises, ils disaient mais c'est parfois très compliqué, d'aller jusqu'au bout de la chaîne et d'être sûr finalement de celui ou celle qui produit. Quoi. Mais on est en train de passer d'un demi-siècle de ce qu'on appelait les commodités, c'est-à-dire on achète de la matière première avec un prix, une norme de qualité, mais on ne sait pas trop d'où ça vient, à une espèce de reconnexion de la chaîne. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, les gens veulent savoir, mais ça vient d'où ? Ça vient de quel pays ? Et c'est cultivé comment ? Et ça a quel effet sur le climat ou sur la vie des gens ? Donc ces entreprises avec lesquelles nous travaillons, qui sont des marques, elles sont de plus en plus engagées à savoir d'où viennent les matières premières. Et ce qu'on fait, c'est les accompagner dans cette... Avec une difficulté, Christine Rodel, quand on parle de biodiversité, une difficulté qui n'existait pas forcément quand on parle de climat et de CO2, par exemple, ou d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les métriques. Oui. Comment on mesure ce que l'on fait en matière de biodiversité ? Ça, c'est un défi compliqué. Cette question revient régulièrement. Alors, il n'y a pas de métrique magique quand on parle de biodiversité, parce que la biodiversité est locale et en plus en constante évolution. En revanche, l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, a défini 5 grandes pressions sur la biodiversité aujourd'hui. Et ces 5 grandes pressions, on peut tous les comprendre. C'est la surexploitation des ressources naturelles, le changement d'usage des terres et des mers, le changement climatique, les pollutions, plastiques, sonores, visuelles, et enfin, les espèces exotiques envahissantes. Donc les dirigeants que Vivae accompagne, nous on les incite à regarder ces 5 grandes thématiques, à se poser la question de quelle est celle ou peut-être les 2 qui me concernent et comment je vais les traduire en petites actions très concrètes qui va permettre à mon entreprise de se mettre en mouvement. Est-ce que cette difficulté dont je parlais, c'est la même question que je vous pose en fait, elle freine certains de vos interlocuteurs ? C'est-à-dire, vous êtes bien gentil avec ta biodiversité, mais comment je mesure ? Oui. À la fois, c'est compliqué, mais il ne faut pas non plus trop complexifier. On a un projet en Bretagne, sur 15 000 hectares, avec 100 agriculteurs bretons. Certains d'entre eux ont démarré il y a maintenant une quinzaine d'années. Comment est-ce qu'on mesure la biodiversité ? Le nombre de vers de terre dans le sol, la diversification des insectes. Donc ce sont des choses qu'on mesure. On a mis en place des systèmes de mesure assez simples avec des associations locales et on suit régulièrement, tous les 3 ans, l'évolution de la biodiversité. Et après, on mesure aussi les coûts pour l'agriculteur et les rendements. Donc si on combine tout ça, est-ce que finalement je gagne moins bien ou mieux ma vie. Et quand je regarde ensuite le bilan de la nature, alors évidemment, il peut y avoir des méthodologies extrêmement compliquées, mais on peut aussi faire des choses relativement simples. Et d'ailleurs, si on n'arrive pas à avoir des choses opérationnelles, simples, qui peuvent être mises en œuvre, ça risque de rester assez livresque. Oui, évidemment. Je feuillette en même temps le manuel, n'est-ce pas ? Je vois dans les actions à mener, 10 clés pour passer à l'action. Vous dites sujet mobilisateur.
et créateur de valeur. Vous l'avez évoqué, le côté mobilisateur, mais créateur de valeur, à partir de quel moment, je vous pose une question basique, quoi. Ok, ça me coûte tant, à partir de quel moment ça me rapporte? Alors, je suis sûr qu'il y a pas mal de nos téléspectateurs qui se la posent, cette question. La biodiversité, ça ne va pas vous rapporter du business à court terme. Elle ne figure pas encore dans les appels d'offres. Mais en revanche, c'est un formidable moyen de, je l'ai dit, motiver vos collaborateurs. Deuxièmement, de créer des alliances stratégiques avec la société civile, comme la dame qui nous a précédé de Bloom, avec le monde académique qui, je tiens à le souligner, en France, est très, très, très puissant sur ce sujet de la biodiversité. Et vous, chef d'entreprise, vous avez intérêt à vous appuyer sur le monde académique qui va vous aider à valider vos choix stratégiques. Et puis enfin, on voit quand même certaines entreprises où la biodiversité égale avantage concurrentiel. Parce que précisément, comme Bernard l'a indiqué, de plus en plus le consommateur cherche à savoir d'où viennent les produits. Et quand l'entreprise est capable de démontrer que ce sont des produits respectueux de la nature, ça peut aussi donner un avantage concurrentiel. Dernier mot, la biodiversité, c'est la meilleure façon de s'adapter au réchauffement climatique. La biodiversité, ça construit aussi de l'impact social, sanitaire, alimentaire, et c'est un formidable sujet qui rend fier. Et ben voilà, on termine là-dessus. C'est une bonne phrase de conclusion. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci. Et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite.